J'ai revendu ma voiture pour constituer le capital social. Quand c'est ta boîte, tu es le premier commercial de ton entreprise. Celui qui fait et qui ne pense pas est plus intelligent que celui qui pense mais qui ne fait pas. Pendant le Covid, bizarrement, il y a eu des signatures de contrats de domiciliation. Bonjour, je m'appelle Denis Tellier, je suis gérant de la société Morse by IBS qui est un centre de domiciliation à Lille et également de la communauté Banquise, une communauté d'entrepreneurs réservée aux entrepreneurs des Hauts-de-France. Et je suis aujourd'hui avec vous sur Horizon Podcast et je suis content. Bonjour à tous, je vous remercie de regarder cet épisode d'Horizon Podcast. Aujourd'hui, je reçois Denis. C'est le créateur de la banquise, mais il est aussi dans la domiciliation d'entreprise. Il va nous parler un peu de tout ça. Alors, n'hésitez pas à mettre un like, commenter et à vous abonner pour voir plus d'épisodes. Denis, je te remercie de passer dans l'épisode. C'est vraiment très cool parce que tu es quand même une personne qui est un peu connue au niveau des entrepreneurs de la métropole lilloise avec ta radio banquise. C'est le vendredi, je crois, le vendredi à midi en live. Ouais, en live. Ok. Alors, est-ce que pour commencer, moi, ce qui m'intéresse, c'est de parler un peu du parcours, savoir un peu qui tu es, en fait, d'où tu viens, ce que tu as fait, et après, savoir comment est-ce que tu t'es lancé à ton compte, pourquoi, etc. Et ensuite, pour arriver à aujourd'hui et à tes ambitions pour l'avenir. D'accord. Donc, est-ce que en quelques mots, déjà, tu peux commencer à nous expliquer un peu qui tu es et d'où tu viens? Alors, je suis Denis Tellier, je suis marié à Sophie Tellier, vous avez peut-être déjà rencontré ou entendu. J'ai 2 enfants, un garçon de 21 ans et une fille de 17 ans. Gérant de la société Morse by IBS, qui est un centre de domiciliation que j'ai créé en 2010, et également de la communauté banquise que j'ai créée en septembre 2023. D'accord. Et qu'est-ce que tu faisais avant de créer en 2010 ta société? Je travaillais en banque et c'était plutôt un métier qui m'intéressait parce que j'accompagnais des personnes qui étaient sur des projets de vie. Mais bon, je m'ennuyais un petit peu et puis il y a un côté très hiérarchique en banque qui me convenait pas trop. Et puis, ça faisait un petit moment que j'avais l'intention des envies d'indépendance. Et je pense que j'avais ça un peu ancré en moi depuis un moment, mais sans le savoir. Parce que j'ai été salarié pendant 15 ans quand même. Et puis un jour, je lis la Gazette dans mon bureau, parce que je m'ennuyais. Et je vois un centre d'affaires à vendre. Un centre d'affaires. Un centre de domiciliation, donc ce que je fais aujourd'hui. Et j'étudie la question. J'étudie, ça m'intéresse. Par contre, c'était pas terrible. Je fais quand même une proposition aux dirigeants, mais une proposition qui était beaucoup moins importante que ce que lui attendait. Donc ça ne se fait pas. Mais de ce fait, je décide d'en créer un. Donc c'est comme ça que ça démarre. Petite parenthèse rapide, les amis, dans l'épisode. Juste, j'aimerais vous partager un événement. Le 11 juin prochain, donc Denis Tellier, donc l'invité de l'épisode, il organise un afterwork professionnel qui va faire beaucoup de bruit. Ça s'appelle la Revanche des Givrés. C'est vraiment le moment idéal pour networker, pour échanger. Un afterwork, c'est vraiment une ambiance cool et vraiment unique. J'en ai discuté avec Denis et j'ai réussi à vous décrocher un petit avantage. Avec le code promo Horizon, vous bénéficiez de 10% de réduction immédiate sur votre place. Mais attention, le code est uniquement valable jusqu'au 30 avril. Pour profiter, c'est très simple. Il suffit de scanner le QR code qui s'affiche à l'écran ou de cliquer directement sur le lien en description. Bon, c'est tout pour le bon plan. Maintenant, on peut reprendre le cours de notre échange. Ah, et au passage, j'en profite. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo et à nous mettre un message en commentaire pour nous soutenir et pour nous dire ce que vous avez pensé de l'épisode. Je vous dis à bientôt. Bonne écoute. D'accord. Mais est-ce que tu connaissais ce métier? Comment ça t'est venu tout simplement parce que là tu passes totalement du coq à l'âne de banquier à la domiciliation. Tout à fait. Très bonne question. Alors peut-être que t'en faisais. Est-ce que c'était quoi ta cible toi en tant que banquier? C'était les pros ou les particuliers? Alors moi ma cible c'était les particuliers. Je travaillais que avec des particuliers à l'époque. Mais en fait ta question elle est intéressante parce que
que c'est pourquoi j'ai choisi le centre de domiciliation que personne ne connaît, hein, quand tu connais pas le métier, c'est très rare que quelqu'un le connaisse. En fait, j'ai fait un stage en 2006 parce que j'ai repris mes études. Pendant ma reprise d'études, j'ai dû faire un stage et je l'ai fait à Anvers, dans un centre de domiciliation à Anvers, qui avait la particularité d'accueillir que des entreprises étrangères qui voulaient s'implanter en Belgique. Voilà, c'était un super stage, j'ai adoré, mais je suis revenu en France, je travaillais en banque, j'aurais jamais pensé créer ça un jour. Mais c'est le fait d'avoir vu cette annonce dans la Gazette qui m'a fait remémorer cette bonne expérience. Alors pour finir, une expérience que de 2 mois, hein, c'est un stage de 2 mois. Mais par contre, j'ai étudié la question. En plus, la domiciliation c'était en train de se réglementer en France fortement, et ce qui est encore plus le cas aujourd'hui. Donc je me suis mis à fond dedans, j'ai décidé d'y aller. Ça m'a plu parce que c'est une activité aussi avec une gestion de clientèle, ce que je faisais déjà à la banque aussi. Et en plus, comme je m'intéressais à l'entrepreneuriat, j'allais voir que des entrepreneurs. Donc ça a démarré de là en fait. Pour finir, c'est cette annonce dans la Gazette qui m'a fait rappeler cette expérience de l'époque et qui m'a fait donc créer cette boîte. Comment est-ce que tu as fait pour switcher entre la banque à cette nouvelle activité? Est-ce que tu as t'as démissionné? Est-ce que tu as pris des congés ou sabbatiques ou autre? Comment est-ce que ça s'est fait? Alors en fait, c'est vrai, j'ai coupé net. Je suis parti de mon entreprise. Alors je me suis arrangé avec eux pour pouvoir partir convenablement, mais sans perdre non plus des droits aux indemnités, parce qu'il fallait quand même continuer à vivre pendant la période de création. C'est ça, et puis t'avais des enfants. C'est ça, voilà. Donc en fait, Sophie et moi, parce que j'ai créé avec Sophie, mon épouse, on a tous les deux quitté notre CDI. On venait d'acheter une maison. J'avais ma fille qui avait 2 ans et mon fils qui avait 5 ans. Et j'ai revendu ma voiture pour constituer le capital social. Et puis on est parti comme ça. Tout le monde nous a traités de fous. On nous a dit vous êtes complètement tarés. Franchement, qu'est-ce que vous foutez? Vous faites n'importe quoi. Je sais pas. J'étais fou, c'est vrai. Mais j'étais tellement persuadé du truc que j'y suis allé. J'ai dit allez, c'est bon. De toute façon, j'avais 35 ans. Je me suis dit si ça marche pas, je pourrais toujours rebondir et retrouver du boulot. Voilà, j'étais un bon commercial, donc je savais que j'allais retrouver du boulot en tant que commercial si jamais je me plantais. Alors c'est sûr que c'était aussi des investissements, parce qu'on a démarré avec... T'es déjà venu chez moi, ou t'as déjà vu, donc il y a des locaux, il y a des gros loyers tout de suite à payer, des dépôts de garantie, etc. Mais bon, c'est tout. J'ai voulu vraiment tenter ça. Je pensais que... J'étais persuadé que ça allait fonctionner. Comment est-ce que ça a commencé? Je veux dire, là, t'es parti, t'as fait un stage de 2 mois, ce qui t'a permis de mieux comprendre comment ça fonctionne, etc. Mais comment est-ce que toi, t'as commencé l'aventure, en fait? En fait, donc on a pris nos locaux. On a fait 1 mois de travaux. Alors, j'ai même cru que pendant un moment, j'allais ouvrir une boîte de BTP tellement j'en avais marre de faire des travaux. C'était au même endroit? C'était au même endroit. On était sur le 4e étage à l'époque et on a fait tous les travaux nous-mêmes. Je me suis fait aider, mais on a fait tous les travaux nous-mêmes. Donc c'était un sacré boulot parce qu'il y a eu du décloisonnement, recloisonnement assez important. Et après, donc, une fois que ça a démarré, ça a été à la recherche des clients, boulot commercial. Donc parce qu'on a démarré à 0 client, du coup. Le fait de ne pas avoir racheté ce centre d'affaires, mais d'avoir démarré de 0. J'y suis allé. Alors à l'époque, je ne sais pas si vous connaissez, mais j'utilisais Viadeo, qui est l'ancêtre de LinkedIn, pour démarcher des clients. Et je trouvais surtout des clients qui étaient des clients pour des salles de réunion, des bureaux ponctuels ou des bureaux. Mais pas trop de domiciliés, quelques-uns, mais pas trop. Ouais, c'est pour du coworking au final. C'est ça, c'était plus sur cette démarche de prospection, je trouvais plus des clients sur ce créneau, alors que moi je voulais tout de suite développer la domiciliation. Et en fait la domiciliation elle s'est développée avec une anecdote rigolote, c'est que j'avais un jeune client à qui j'avais fait un prêt étudiant quand j'étais à la banque, et qui était également déjà auto-entrepreneur. Il faisait du SEO, des sites internet, etc. Et il est devenu client chez moi, dès le début quasiment. Et il m'a tanné pour faire du SEO. Alors moi, j'y comprenais rien du tout. Je savais pas du tout ce que c'était. Je dis, mais fous-moi la paix avec ton truc, j'y comprends rien. Et il me tanne. Et du coup, je lui dis, vas-y, on essaye. Je lui mets un peu de budget. Il m'a positionné sur la requête domiciliation Lille numéro 1 en 1 mois. Mon téléphone, il a sonné tout seul.
tout mon portefeuille client il s'est développé comme ça. Donc tu vois, c'est aussi du bol, hein, il y a aussi une part de chance dans l'entrepreneuriat. Mais en tout cas... Comme quoi que le SEO, ça fonctionne. On a reçu Émilie Monteil qui est experte en SEO et elle nous expliquait que c'était ça. Alors certes, ça prend un peu de temps, mais en mettant les bons mots-clés, etc., ça permet d'avoir plus de visites sur son site internet, etc. C'est ça, tout à fait. Et donc, moi, je le remercierai jamais assez. Hein. Donc, c'est Alexandre Chambaud, il s'appelle Alexandre Chambaud. Maintenant, il est multi-entrepreneur, hein, il a plusieurs boîtes un peu partout en France. Et c'est grâce au fait qu'il ait insisté que j'ai pu développer mon entreprise comme ça. Pour l'instant, la domiciliation, j'en ai surtout entendu par rapport je sais qu'il y a des endroits des coworking qui proposent la domiciliation, mais des services comme toi, c'est vrai que c'est la première fois que j'entendais le mot domiciliation. Je pense que le Covid a peut-être bien aidé parce que il y en a beaucoup qui sont passés auto-entrepreneurs. La domiciliation, ça sert aussi à se protéger dans le sens où on n'est pas obligé de mettre son adresse personnelle. Est-ce que tu peux expliquer un peu comment fonctionne la domiciliation ? Oui, bien sûr. Donc, tu as tout à fait raison. La domiciliation, ça sert à plusieurs choses et notamment à ça, à protéger sa vie privée parce que le siège social de l'entreprise apparaît sur tous les documents contractuels, donc devis, facture, contrat. Et donc, effectivement, si c'est le siège social et à ton domicile personnel, tout le monde voit ton domicile personnel, tu le diffuses à tout le monde. Donc, ça sert d'abord à ça. Ça sert aussi en cas de déménagement parce que si un jour tu déménages personnellement, et que ton siège social est chez toi, tu vas devoir également transférer ton siège social, donc ça engendre des coûts supplémentaires. Et il y a aussi un côté pratique parce que dans un centre de domiciliation, on reçoit tous les courriers, tous les colis, y compris les lettres recommandées, même quand t'es pas là, t'as pas à aller faire la queue à la poste parce que nous on l'a reçu. Donc ça c'est l'avantage. Donc la domiciliation c'est le siège social de l'entreprise, hein, l'adresse officielle de l'entreprise, et il va en découler chez nous tout un panel de services, notamment la numérisation du courrier. On va numériser le courrier, donc même si tu sirote un cocktail aux Bahamas parce que tu as une activité comme on voit sur LinkedIn, les gars, ouais, je suis à Dubaï. Voilà, nous on va numériser le courrier, tu vas recevoir ton courrier des impôts, t'inquiète pas. Ou de l'URSSAF. Tu vas les payer comme les autres. Tu vas les payer comme les autres. Donc ça, c'est pratique. Et après, on met aussi à disposition des locaux, donc des bureaux privés, donc qui sont réservables en ligne. Hein. Un client chez nous en domiciliation peut avoir un bureau privé, on a des forfaits où il peut avoir un bureau privé 10 heures par mois, un forfait à 42 € par mois. Et également un espace de coworking, donc notre cafétéria qui sert aussi d'espace de coworking et qui a un accès illimité pour nos clients. D'accord, du coup ça permet qu'un indépendant ou même un commercial ou quoi que ce soit puisse avoir un lieu adapté pour recevoir un client, quoi. C'est ça, tout à fait ça. Ok. Tu as créé aussi une radio. Oui. Une radio des entrepreneurs. Comment ça marche? Enfin, je veux dire, c'est une radio, comment dire, c'est pas une radio traditionnelle où tu diffuses de la musique ou quoi que ce soit. Des fois je chante, hein. Quelquefois je chante. Comment est-ce que ça fonctionne? Alors en fait, effectivement c'est un live, hein, c'est un live sur YouTube qu'on a appelé Radio Banquise parce que c'était rigolo, on a pu faire le slogan Radio Banquise, la radio qui délivre ton bise. Et donc ce live qu'on a créé, c'est issu de la communauté Banquise que j'ai créée il y a 2 ans, qui est au départ simplement un réseau social privé, hein, qui est hébergé sur Circle Communities. Et ensuite, on a mis en place les événements. Et après, j'ai voulu faire un live, donc une radio. L'idée, c'était d'interviewer des entrepreneurs et de mettre en avant les membres de la communauté Banquise, qui sont tous entrepreneurs. Et donc, je décide de créer ce live. Je demande à Mathieu Grivet, que tu connais, de co-animer avec moi. Il dit OK. Et du coup, on démarre cette émission avec donc une émission hebdomadaire, hein, tous les vendredis. On va changer plusieurs fois les horaires. Maintenant, c'est 12h-13h. Mais effectivement, donc on reçoit 2 personnes sur le plateau, un invité qui nous raconte son parcours entrepreneurial, un peu ce que tu fais aujourd'hui avec moi. Donc comment il a créé sa boîte, pourquoi il a eu l'idée, qu'est-ce qui fait que qu'il a eu cette idée-là, est-ce qu'il en vit aujourd'hui, est-ce que ça marche, etc. Et une deuxième personne qui est un chroniqueur ou une chroniqueuse. Et là, effectivement, il va faire une chronique sur son domaine d'expertise. Et donc, l'idée, c'est de se positionner en tant qu'expert dans son domaine auprès du public.
Et comment est-ce que tu choisis tes invités? Parce que du coup, je pense que c'est un peu comme nous, c'est assez limité. Enfin, quoi que tu fais, toi, un épisode, une émission par semaine. Un live par semaine, ouais. Donc, comment est-ce que tu choisis les personnes qui viennent dans ta radio? Alors, je les choisis déjà par rapport à la communauté banquise, hein, puisque je fais des interviews presque exclusivement de banquisards, mais sauf exception, tu vois, quand on a reçu Catherine Barba, elle n'est pas inscrite sur la banquise, mais bon, c'est des fois des invités exceptionnels qu'on reçoit quand même. Mais en général, c'est un membre de la banquise qui est interviewé ou qui fait une chronique. Et donc on les choisit, on regarde l'activité, on propose, on propose, et si la personne est OK, elle vient. En général, les gens viennent, hein, sont plutôt enclins à venir, sauf certains qui sont pas à l'aise et qui m'ont déjà dit non. Mais et après sur les chroniques, alors les chroniques, c'est l'invité lui vient gratuitement, le chroniqueur lui paye une participation. Alors une chronique c'est 49 €. Et un pack de 5 chroniques c'est 199. Et donc comment dire, le chroniqueur, donc lui on voit avec lui ce qu'il est capable de donner comme conseil ou ce qu'il peut apporter comme chose intéressante à la communauté ou aux personnes qui vont écouter. Donc ce sont en général des chroniques entrepreneuriales, hein, sur des sujets entrepreneuriaux ou sur des choses qui peuvent être mises en lien avec l'entrepreneuriat. Je prends l'exemple de Christelle Verfailly de Dame de Cœur qui a souvent fait des chroniques chez nous, donc qui elle est love coach, hein, coach en amour, donc qui aide notamment les célibataires à trouver l'amour, mais elle fait toujours des parallèles entre les rencontres amoureuses et les rencontres professionnelles. Ouais. Dans les chroniques, c'est toujours tourné de cette façon en fait. Ouais, bien sûr, mais je pense que c'est pas non plus incompatible les deux domaines. En fait. Et tu as aussi donc un club business. Oui, au sein de ton activité. De la banquise, c'est ça. Donc le Banquise Business Club. C'est la dernière trouvaille, la dernière chose qu'on a faite sur la communauté banquise. Donc le Banquise Business Club, c'est une réunion hebdomadaire. Autour de la table, c'est que des entrepreneurs, hein, il n'y a pas de salariés. C'est pas on n'a rien contre les salariés, mais simplement on partage pas les mêmes problématiques et les mêmes enjeux. Donc l'idée c'est de faire du business, mais il y a aussi une partie d'entraide, hein, parce qu'il y a une réunion de business toutes les semaines, mais on fait une réunion de codev une fois par mois. Ouais, j'ai eu l'occasion de venir une fois. Oui, et tu as déjà participé à une réunion de codev, donc là on va aider un des membres à résoudre une problématique grâce à l'intelligence collective. Et pendant la réunion business, par contre, on travaille plus sur le business, donc il y a une animation sur un type de développement commercial. Il y a une petite présentation qu'on a appelée les TEDx banquises, donc petite présentation de 10 minutes d'un des membres sur son business. Et après il y a un jeu networking, hein, pour trouver des clés de recommandation entre participants. Voilà, et après il y a des nez à nez, hein, donc c'est des tête-à-tête mais plus proches. Ouais, c'est ça. Et les nez à nez, en fait, c'est l'idée, on va rencontrer un des autres participants et on va bien le découvrir selon une trame précise. Et tout ça, ça tient dans 2 heures et ça permet de vraiment créer des connexions et de travailler sur la recommandation d'affaires de façon plus active. Qu'est-ce qui t'a donné envie de créer un club business en sachant qu'il y a beaucoup de clubs business, j'ai l'impression que ça pousse comme des petits pains. Donc, qu'est-ce qui t'a donné envie d'en créer un à toi et comment est-ce que tu te démarques d'eux? Alors, en fait, moi, j'ai fait partie de beaucoup de clubs business. J'ai fait partie des plus connus, hein, et qui ont des méthodologies qui se valent, qui fonctionnent. Mais je suis, en ayant fait plusieurs, j'avais pas envie de reproduire un club business comme ça. J'avais pas non plus envie d'en intégrer un comme ça. Donc je me suis dit pourquoi en créer un à ma sauce. Et l'idée en fait de notre club, c'est qu'il n'y a pas tout n'est pas basé que sur le pitch. Il y a vraiment une petite présentation succincte de chaque membre, mais l'idée après c'est de travailler, donc au travers des jeux networking, hein, pour déclencher des clés de recommandation d'affaires chez les autres, et également les nez à nez pour faire vraiment un entretien pendant la réunion avec une personne et bien la découvrir. En général, donc c'est moi qui crée les binômes à l'avance, et du coup j'essaie de mettre ensemble des gens avec qui ça peut plus facilement matcher. Donc c'est pour ça que je voulais vraiment quelque chose comme ça. Ça faisait un moment que je me posais la question pour avoir participé à plusieurs clubs business, et je me disais j'aimerais bien
un jour en faire un parce que j'adore mettre les gens en relation, c'est vraiment mon trip. Et du coup là, donc j'y ai réfléchi avec ma petite tête et j'ai décidé de concevoir ça comme ça. Donc là, c'est en test parce que c'est en test. On a des membres, on a 8 membres aujourd'hui. Il a démarré en septembre. Mais il se base en fait sur l'atelier de codev qu'on faisait, qui s'appelait Banquise Academy, où on avait déjà 9 membres depuis début janvier. On avait déjà 6 membres depuis début janvier, pardon. Et en fait, c'est sur ces mêmes membres qui ont redémarré le Banquise Business Club en septembre, donc les 6 membres, et on vient d'en recruter de nouveaux. Donc, mais au début, on faisait que du codev. Il y avait un atelier de codev 2 fois par mois. Et donc là, maintenant, on a fait un atelier de codev 1 fois par mois, et une réunion business toutes les semaines. En fait, c'est okay. un atelier de codev toutes les 3 réunions de business. Après avoir rencontré beaucoup d'entrepreneurs dans ton activité, qu'est-ce que tu dirais à une personne qui veut se lancer en tant qu'entrepreneur, soit en tant qu'auto ou en société, mais qui part de zéro? Qu'est-ce que tu lui dirais pour commencer, pour démarrer? Alors je dirais de relever ses manches, prendre son courage à deux mains, de surtout ne pas sous-estimer la vente et si c'est pas son truc, de se former ou se faire accompagner sur la vente, parce que ça va devenir son deuxième métier. Donc vraiment, il faut être, quand c'est ta boîte, tu es le premier commercial de ton entreprise. Et c'est le nerf de la guerre, pas de clients, pas de business, pas d'argent, donc c'est tout. Et donc de vraiment prendre conscience de ça, qu'il va falloir vendre, et qu'il faut y aller, il faut prendre son bâton de pèlerin. Après, deuxième conseil, alors tu m'en as demandé qu'un, mais moi je suis gourmand, j'en ai deux. Bien sûr, je t'en prie. Donc alors, le deuxième, je dirais aussi, réfléchis pas trop, agis. Parce qu'à trop réfléchir, on n'agit jamais. Donc moi je retiens toujours un proverbe qui dit « Celui qui fait et qui ne pense pas est plus intelligent que celui qui pense mais qui ne fait pas ». Ça paraît très cohérent. Quand on y réfléchit, ça paraît très très cohérent. Est-ce que tu as quelques anecdotes sur ta vie d'entrepreneur, sur peut-être même des personnes que tu as accompagnées, qui permet justement de se dire en fait j'aurais peut-être dû mieux faire comme ci ou comme ça, déceler quelques erreurs que on aurait pu éviter en fait. En fait, des erreurs, je pense que j'en commets tout le temps. Depuis 15 ans, j'en commets régulièrement. Après, l'important, c'est de savoir les corriger, de savoir se remettre en question, parce que voilà, si tu restes arc-bouté sur des idées, voilà, il faut être agile en fait. Faut être agile et savoir rebondir, réagir, s'adapter. Et les anecdotes, tu vois, c'est un peu ce que je te disais au départ. L'anecdote de Alexandre qui m'a permis de faire du SEO. Alors que j'ai failli pas en faire pour finir. Peut-être que ma boîte elle serait morte si j'avais pas suivi. Voilà, c'est vrai que du coup ça t'a donné un bon coup de boost, je veux dire. Ça m'a donné un coup de boost, bien sûr. C'est ça qui a vraiment. Ça aurait été beaucoup plus difficile. Voilà. Après des anecdotes, des choses, des business plans pas très bien ficelés toujours, un peu fait rapidement. Voilà, c'était plus moi aussi. Donc voilà, par rapport à tout ça, ces anecdotes-là, je pense qu'il faut quand même bien ficeler son projet, se faire accompagner aussi. Parce que voilà, on peut pas être bon partout, donc il faut reconnaître là où on est mauvais et où on est moins bon et se faire accompagner par des gens qui sont meilleurs que nous. Donc voilà, en termes d'anecdotes, je pense que j'ai principalement ça. Après, il s'est passé plein de trucs, mais on a eu le Covid. C'est vrai qu'on est passé par le Covid. J'ai cru que j'allais fermer quand il y a eu le Covid, parce qu'on avait, on faisait beaucoup de salles de réunion à l'époque, ce qui est moins le cas aujourd'hui. On n'a plus le même type de business model, et maintenant on axe vraiment tout sur la domiciliation. Mais à l'époque, on avait on avait 4 salles de réunion et tous les plannings ont été supprimés. On s'est dit, mais qu'est-ce qui va se passer? Après, on s'est dit aussi, si attendent tous les entrepreneurs qui sont clients chez nous, ils vont déposer le bilan, donc voilà, on n'aura plus personne. Donc on a vraiment cru que c'était la fin. Ah, mais c'est vrai que ça devait être un sacré... ça a dû être creux, mais à la fois ça devait être creux, mais à la fois, de mon avis, je pense que c'est là où tu as dû avoir aussi
une hausse parce que il y en a beaucoup, enfin il y en a vraiment beaucoup qui ont changé de voie, décidé d'entreprendre à partir du moment où il y a le Covid, parce que justement il y a une pause forcée pour tout le monde. Et on a eu plus le temps de découvrir de nouvelles choses ou quoi. Enfin, toutes les personnes que j'ai rencontrées et qui sont passées dans le podcast, le Covid, il y a eu un déclenchement. Donc je me dis que peut-être que ton activité, il y a eu deux étapes, peut-être une perte dans le sens où tu faisais beaucoup de réunions, mais aussi une hausse parce que à la sortie du Covid, il y en avait beaucoup qui se lançaient. Oui, c'est vrai. Et même pendant le Covid, bizarrement, il y a eu des signatures de contrats de domiciliation. Donc ça, c'était vraiment hallucinant. Alors, l'anecdote aussi, c'est que moi, j'allais travailler quand même. Mais donc j'avais des horaires réduits, hein, mais j'y allais tout seul puisque j'avais tous les salariés que j'avais à l'époque, je les avais mis en chômage partiel. Et donc je venais tout seul, j'étais tout seul dans l'immeuble. Ça résonnait quand je parlais. Et le boulevard, l'avenue de la République, tu regardais par la fenêtre, c'était calme. Rien, personne, pas de voiture. C'est la première fois de ma vie que je voyais l'avenue comme ça, en plein jour. Donc voilà, ça c'était assez lunaire. On se dit mais quelle période, c'était vraiment bizarre. Quelles sont tes ambitions? Qu'est-ce que tu aimerais pour ton activité plus tard? En ce qui concerne l'activité de domiciliation, le but c'est de continuer à développer cette activité, donc de toujours proposer à de plus en plus d'entrepreneurs de prendre un siège social en domiciliation chez nous. Ce que j'aimerais, c'est pouvoir un peu plus me détacher à terme de cette activité tout en la conservant bien sûr, pour plus me consacrer à la communauté banquise, parce que la partie banquise, c'est vraiment la partie, c'est une partie qui m'intéresse beaucoup. Parce que comme je te disais tout à l'heure, moi j'aime bien les rencontres, la mise en relation, c'est vraiment ce que j'aime. J'aime les histoires d'entrepreneurs. Donc voilà, avoir plus de temps à terme pour plus m'occuper de la banquise et mieux développer la banquise. Après, je te rejoins complètement, hein. Je veux dire, moi, depuis le lancement du podcast, je m'aperçois qu'au fur et à mesure, j'aime ça. En fait, j'aime bien recevoir une personne, discuter avec pendant 30-45 minutes et essayer de comprendre un peu quelle est son activité, quel est son parcours, etc. J'aime bien cette activité. C'est sympa. Et mon domaine a un peu changé depuis le début. Ouais. Comment est-ce que tu communiques sur... j'ai vu que tu étais pas mal actif sur les réseaux sociaux. Oui. Principalement LinkedIn et Facebook aussi. Comment est-ce que tu te mets en avant? Effectivement, donc j'ai un compte LinkedIn, alors qu'il y a un nouveau compte, parce que le mien a été supprimé en mois de juin. Donc j'ai dû recréer un nouveau compte. Donc effectivement, LinkedIn, Facebook, je me suis mis aussi depuis récemment sur Instagram et TikTok. Il y a aussi une chaîne YouTube, Banquise TV, là où on diffuse donc les émissions Radio Banquise. Et donc la communication, alors j'ai deux axes de communication, un axe qui est ciblé domiciliation, donc où je vais faire des publications sur la domiciliation qui vont être surtout des publications texte avec des photos, et après des publications sur la banquise et notamment l'émission Radio Banquise, puisque le live Radio Banquise, en fait, comme on a une émission d'1 heure avec plusieurs séquences et plusieurs intervenants, on peut la redécouper et en faire donc des vidéos d'une dizaine de minutes et des shorts aussi qui permettent de remettre en avant notamment les chroniqueurs et d'avoir de la visibilité en plus du live. Il y a aussi un truc, c'est alors moi et mon équipe apparemment on aimait bien tes petites capsules vidéo dans l'ascenseur où tu reçois un entrepreneur. Est-ce que tu peux en parler un peu? En parallèle, on pourra mettre quelques petits extraits. Ouais, ok, super. Effectivement, alors, on a fait les élévateurs pitch de la banquise, donc il y a eu 6 entrepreneurs, puis il y a eu 6 vidéos
6 entrepreneurs qui ont venu faire l'élévateur pitch de la banquise. Alors en fait, c'était suite à une confé quiz. On avait fait une confé quiz. Alors les confé quiz, ce sont des conférences avec des quiz qu'on fait à peu près une fois par mois. Et le thème de cette confé quiz, c'était la méthode CIMAC. Comment pitcher grâce à la méthode CIMAC, qui est une méthode pour faire un pitch. Et en fait, suite à ça, j'avais dit aux participants, ceux qui veulent, on fera les élévateurs pitch, on ira dans l'ascenseur, on fera vraiment le vrai élévateur pitch dans l'ascenseur. Et donc on a fait ça, ça permettait de faire effectivement des petites vidéos et de mettre en avant aussi des entrepreneurs sur un format un peu rigolo, parce que pourtant on aime bien être très sérieux sur la banquise, mais pour une fois on va rigoler. Et du coup il y a ça, et bientôt dans le même esprit, alors on sera plus dans l'ascenseur, mais on va sortir les interviews givrées. Donc un membre de la banquise va nous prêter une chambre froide. Un membre de la banquise. Enfin, je veux dire, c'est quoi une personne qui est traiteur ou cuisinier? C'est ça. En fait, c'est Laurence Pichala, les menus services, qui va nous prêter sa chambre froide. Et du coup, on va pouvoir interviewer des entrepreneurs dedans. Et l'idée, c'est vraiment de sentir que les gens ont froid. J'aurais même de mettre des températures négatives et se mettre en t-shirt. Voilà, il faut qu'ils me répondent. Voilà, comme ça. Tu as reçu quand même beaucoup d'entrepreneurs, donc voilà, pareil, des ateliers co-développement, etc. D'ailleurs, tu fais aussi des pitchs dans l'ascenseur. Oui. Et du coup, j'aimerais savoir si tu pouvais donner quelques petits conseils pour faire un pitch, parce que le podcast, c'est aussi pour les entrepreneurs, les créateurs, les entrepreneurs qui veulent se lancer ou qui ont déjà leur structure. Est-ce que tu peux donner 2-3 petits conseils pour faire un pitch? Alors, le conseil pour faire un pitch, je dirais déjà, il faut s'entraîner, faut réviser son pitch, il faut bien le maîtriser pour pouvoir le ressortir de la façon la plus naturelle possible. Donc, apprenez votre pitch ou vos pitchs, parce qu'il peut aussi y avoir des pitchs différents en fonction du service ou du produit que vous voulez vendre ou mettre en avant, parce que des fois tu peux avoir plusieurs services. Et n'hésitez pas à avoir un petit ton rigolo dedans, un petit truc, une petite anecdote ou une petite façon de faire un peu rigolote, parce que ça attirera plus les gens. Et également et puis essayer de mettre malgré tout tous les éléments dedans qui vont pouvoir identifier qui vous êtes et ce que vous faites. Donc le nom de votre entreprise et les choses que vous voulez mettre en avant aussi, par exemple l'ancienneté, si l'expérience c'est important, bien mettre en avant un exemple phare du produit aussi. Et ce qui marche aussi bien dans les pitchs, c'est de mettre une situation client. Et c'est un peu ça la méthode CIMAC, c'est en fait on se base sur une situation client pour faire son pitch. Donc n'hésitez pas aussi à réfléchir aux situations clients, donc les problèmes que vous résolvez pour vos clients, pour l'intégrer dans... Est-ce qu'il y a une durée une durée minimale ou maximale qu'il faut je pense qu'après c'est les durées, tu sais, que tu vas avoir un peu dans les clubs business, 1 minute on va dire, un pitch c'est à peu près ça, il faut que ça tienne sur 1 minute. Et après il faut trouver un moyen de se démarquer, quoi. Moi souvent quand je vais dans les clubs où il y a beaucoup de monde, je le fais en chantant. Du coup on se rappelle de moi. Je peux. Ouais. Si t'as besoin d'un endroit pour domicilier ta petite société, ne cherche plus sans cesse, je t'offre une belle adresse. Tu seras bienvenu chez Morse. Bienvenue chez Morse. Pour ton siège social, c'est vraiment l'idéal. Ouais. Donc tu vois, j'ai appelé mon pitch par cœur. Non, mais c'est clair que au moins ça te permet totalement de te différencier. Alors merci Denis d'être venu dans le podcast. Ça permet d'en savoir déjà plus sur ton activité et aussi sur la domiciliation de l'entreprise, parce que c'est quelque chose d'important. Donc je pense que ça peut aider beaucoup de monde, que ça soit les prochains entrepreneurs comme les entrepreneurs d'aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, on peut me retrouver sur les réseaux sociaux, comme tu disais tout à l'heure, donc sur LinkedIn en tapant Denis Tellier, et également via le site Morse, donc morseapp.fr,
morseapp.fr, sur Facebook, Denis Tellier également. Voilà, principalement via ces biais, on peut me retrouver sur la banquise, pour les membres de la banquise. Donc voilà, LinkedIn, Facebook, le site internet. Ok, je te remercie. Tous les liens sont en description. Si vous souhaitez contacter Denis, vous pouvez aller consulter tous les liens. Je vous remercie d'avoir suivi l'épisode. N'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner et mettre un commentaire pour réagir à la vidéo. Vous pouvez consulter d'autres contenus et moi je vous dis à bientôt dans un prochain épisode.